Alors, bonsoir tout le monde, est-ce que ça va? Alors, juste avant de commencer, pour les personnes qui ont la chance d'avoir ces petits appareils dans la poche, soit vous pouvez l'éteindre, soit vous pouvez mettre le volume à fond pour qu'on puisse entendre d'où le son vient et on sait vers qui se tourner. Enfin, je m'appelle Thomas Prat, je fais partie du comité de l'Alsace. Oui, pardon. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'association suisse pour les adolescents et adultes surdoués. Donc on a 2 ans et on a plus de 75 membres qui sont DHP et des personnes qui ne sont pas HP, en fait, puisqu'on est ouvert à tout le monde. Et nous visons à réunir les personnes concernées par le haut potentiel. Pour cela, on a commencé à faire des conférences, des cafés-rencontres et des soupers-rencontres qui sont animés par des animateurs, par des organisateurs, pardon, dont il y en a certaines présentes dans la salle, si elles veulent bien se lever, qu'on puisse les voir, s'il vous plaît. Les deux âmes. Donc on a Anne Veufray ici présente, Anne Racine, on a Christina Melty, Gwen Scott, Valérie Tombarello. Voilà, et toutes ces personnes-là font un travail remarquable pour animer les événements et je pense qu'on peut les applaudir. Merci. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial parce qu'on a des nouvelles à vous annoncer. Mais avant cela, j'aimerais inviter à me rejoindre un autre membre du comité, sous vos applaudissements bien sûr, Jean-Luc Chapalet. Bonsoir Jean-Luc. Ça va bien? Tu trouves pas qu'on est nombreux ce soir? Ouais, et ça me fait vraiment grand plaisir. Ouais, ça me fait chaud au corps de vous voir tous ici. En fait, vous êtes 22 membres de l'Alsace et 28 membres extérieurs. Et puis ça, je trouve que c'est génial. Ah, ça c'est bien. Toi qui es aussi membre de l'association, est-ce que tu peux nous parler de tes aventures au sein de l'Alsace? Qu'est-ce que ça t'a apporté et qu'est-ce qui te plaît dans l'Alsace? Tout d'abord, j'ai découvert l'Alsace avec les cafés rencontres, ensuite les repas rencontres, les soupers rencontres. Ça m'a permis de rencontrer les premiers membres, les personnes qui partageaient certaines de mes préoccupations. Donc, ça a été aussi un soulagement. Et puis ensuite, je me suis pris au jeu il y a quelques mois lors de l'Assemblée Générale, et puis je me suis mis du comité, je dois dire un petit peu en freinant des cas de fer, mais finalement ça se passe bien, j'ai beaucoup de plaisir, on a des activités intéressantes, et par cette activité, ça me permet de contribuer à notre communauté. C'est tout? C'est déjà pas mal. Par les personnes qui rentrent, Bon, j'avais parlé de nouvelles que nous devions annoncer. Est-ce que tu veux bien nous en faire part, s'il te plaît? Eh bien oui, c'est la nouvelle plateforme de l'Alsace. Ok. Et c'est quoi au juste en fait? C'est en fait une chose très simple. C'est un site sur lequel vous allez trouver un forum, un espace de chat, des lieux où vous pouvez créer des projets, un espace emploi. Donc c'est la première version qui a été mise en ligne cet après-midi. Ah oui, on y a déjà accès en fait. On y a déjà accès, Ah ouais. on peut déjà s'inscrire. Voilà, c'est comme les premières versions. Je vous demanderai de ne pas sauter au plafond s'il y a de temps en temps un petit bug. On va les corriger le plus rapidement possible, mais je pense que pour cette soirée, c'était important d'en parler et de le mettre à disposition. Donc voilà, on se bat toujours sur la version 0.5 ou 1.0, mais elle est là. Merci. Maintenant, il est temps de céder notre place. Oui. Oui. Oui, effectivement. Donc, juste pendant que vous êtes concentrés, etc., à l'issue de la conférence, on espère se retrouver nombreux à l'instant B.
C'est un bar qui se trouve au Petit Chêne 11, en face de l'Alpha Palmier. Voilà. Voilà. Donc, merci Jean-Luc. Il est temps de laisser place et d'accueillir la personne sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Elle est la fondatrice et la présidente de l'Alsace. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Sophie Prignon. Alors, bonjour à tous, bienvenue à cette conférence. Aujourd'hui, nous allons accueillir Madame Cécile Bost, qui a écrit de nombreux ouvrages sur la thématique du haut potentiel. Et aujourd'hui, elle va nous parler tout spécialement des difficultés auxquelles peuvent être confrontées les personnes à haut potentiel dans le domaine professionnel, dans l'environnement professionnel. Voilà, sous vos applaudissements. Bonsoir. Nombreux, ça commence à 2 alors. Hein. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Cécile Bost, j'habite Marseille. J'ai effectivement j'ai 58 ans, j'ai écrit, je préfère présenter un petit peu quand même, je pense que ça peut être utile. J'ai découvert que j'étais surdouée quand j'avais 42 ans, comme c'est peut-être arrivé à un certain nombre d'entre vous. Un enfant qui va pas bien à l'école, on se pose des questions, on fait passer un test, là en l'occurrence de TADA, de troubles d'hyperactivité avec déficit d'attention. Et là, j'entends parler du mot surdon. Je précise, mon TADA de fille, c'était pas du tout surdoué. Enfin, on verra ça plus tard. Mais moi, j'ai découvert en tout cas ce que c'était que d'être surdoué. Et je me dis, mais c'est quoi ce truc? Et on m'a fait passer un test. Je me suis retrouvée avec une feuille. Et puis, il s'est passé une chose terrible, c'est qu'un an plus tard, j'ai une personne proche de ma famille qui s'est suicidée. Elle avait mon âge. Et j'ai eu une forme d'intuition qui était de dire, mais j'ai l'impression que le surdon a quelque chose à voir avec moi. Et il n'y avait rien sur le surdon, rien du tout. On était en 2002 à l'époque, 2003. Et donc j'allais très très mal, c'était pas toujours facile de faire face à un suicide. Et donc j'ai vu un psychiatre, dont je ne cesserai de dire le plus grand bien, parce qu'il est un peu dingue. Il le dit lui-même, hein, je suis un grand malade, vous pouvez l'écouter sur Internet, c'est le professeur Lançon, qui m'a dit, mais faites quoi? Je dis, mais je suis qui? Il me dit, bah, vous savez lire? Allez-y, je vous donne un peu. Et c'est comme ça que tout est parti. J'ai commencé à faire des recherches. En français, pas grand-chose. Non, soyons sérieux. En français, reprenons rien, à part un rapport du CNRS qui avait été produit en 2002 sur les enfants dits surdoués, l'état de la recherche sur les enfants dits surdoués. Et j'ai la chance de savoir parler anglais. Donc très vite, et avec l'aide d'un ami qui m'a dit, mais écoute, il existe une base de recherche en ligne qui s'appelle PubMed, une base américaine. Très vite, je suis allée chercher et j'ai commencé à chaluter le web pour trouver des informations. Je vous dis tout de suite que je me suis tout de suite efforcée d'éviter tous les sites de style Doctissimo. J'ai préféré plutôt chercher des sites de recherche, pour ceux qui connaissent un petit peu Nature, PLOS ONE, Elsevier et autres. Alors on sait très bien que Elsevier n'est pas forcément sérieux, mais quand même, enfin, on va dire qu'il y a une présomption de sérieux. À ce jour, puisque ça fait 15 ans que j'ai commencé à travailler là-dessus, ça fait près de 2000 documents et je continue à chercher, j'en ai encore trouvé il y a quelques temps. Et voilà, et un jour, j'ai apporté tout ça au professeur Lançon, qui m'a dit, il faut en faire un bouquin. Ah bon, vous êtes sûr? Oui. Bon, je passe sur les détails, j'ai mis 6 ans à publier ce livre. Mais voilà, le premier livre est sorti, qui s'appelait Différences et souffrances de l'adulte surdoué. Je vous dis tout de suite comment le titre est arrivé, parce que je trouve ça intéressant. L'éditeur m'a dit, quand on cherche les occurrences, il y a différence sur souffrance adulte surdoué, donc on va faire ça comme titre. Voilà. C'était pas vraiment ce que je cherchais, mais pourquoi pas. Pour aider, alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vais l'écrire, ça peut être utile. Le syndrome de l'imposteur, que quelques-uns connaissent peut-être, je me suis dit, personne ne sait, alors je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychanalyste, je ne suis pas psychologue, je ne suis rien du tout. Donc, bon, et si je faisais tourner le 3D en plus ça, au moins on est tranquille. Donc je me dis, il faut absolument que je partage ces informations que j'ai trouvées. On ne sait jamais, ça peut servir. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore mon travail et mon blog, c'est gratuit, il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à payer. C'est juste le blog de quelqu'un
qui cherche à partager ses talents différents pour Paul. Bon, finalement, je vais ramasser les autres, ça sera plus simple. Donc, un peu fouillis, pour ceux qui l'ont déjà vu, c'est peut-être un peu fouillis, mais il y a un petit moteur de recherche, vous pouvez taper, vous pouvez chercher. Si vous lisez l'anglais, vous pouvez avoir accès à ces études et vous faire une idée. Je raconte absolument pas ma vie sur ce blog. Je donne un petit peu, vous savez, ce qu'on appelle le food for food, c'est-à-dire des nourritures pour la pensée qui peuvent aider les uns et les autres à avancer. Donc j'ai aggravé mon cas parce qu'une fois que ce bouquin est sorti, je ne savais pas ce que je faisais en publiant le premier, j'ai compris. J'ai aggravé mon cas. En 2016, j'ai publié un deuxième ouvrage consacré au travail. Parce que je crois que j'ai à peu près tout expérimenté. J'ai 30 ans d'expérience professionnelle. J'ai à peu près tout expérimenté. Enfin bon, je ne vous parle pas de tous les métiers que j'ai pu exercer dans différents secteurs et tout, mais j'ai été mise au placard, j'ai été virée, j'ai été harcelée. J'ai vécu pas mal de choses assez intéressantes, mais que je ne souhaite pas à grand monde. On va dire ça comme ça. Et je dois dire que quand j'ai fait ce travail sur le monde du travail, j'en suis arrivée à me dire, si j'avais connu ce livre avant, ça m'aurait peut-être un petit peu aidé, je vous le dis franchement. Alors, oui, bien sûr. Donc voilà, vous pourrez toujours là aussi voir un petit peu, pour ceux qui ont envie d'acheter mes bouquins, je suis venue sans, parce que voilà, si vous avez envie de voir si vous avez envie de voir à quoi ça ressemble, vous pouvez les trouver sur Talents Différents, vous pouvez les feuilleter, enfin pas les trouver sur Talents Différents, ils sont achetés dans les meilleures librairies bien sûr. Donc nous sommes ici ce soir pour parler du travail. Vaste sujet, et donc je voudrais juste essayer de tenir, bon, on avait dit 40 minutes, j'en ai déjà fait 5, on est même barré. Bon, je vais accélérer, quoi. Voir un petit peu pourquoi on en parle. J'ai essayé de faire sérieux et de prendre des notes, comme ça on est tranquille et je ne pars pas dans tous les sens. Voir un petit peu de quoi on en parle, pourquoi on en parle. Comprendre, moi je dis que c'est un décalage monté de série, comme ça on a je ne veux pas du mettre pour la GoPro. J'ai l'habitude de dire que c'est un décalage monté de série, et donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu en quoi c'est un décalage monté de série. Parler bien sûr des écueils, parce qu'il y a des difficultés, oui. Il paraît qu'il faut toujours être très très positif, mais non, c'est vachement bien le surdose. Ah ouais, c'est vachement bien. La condition de savoir comment ça fonctionne, parce que sinon on ne peut pas jamais. D'autant plus que quelque chose contre lequel je lutte, c'est qu'il est tellement facile de s'entendre dire qu'on est anormal. Les uns ou les autres, vous l'avez peut-être déjà expérimenté, alors qu'être hors norme, c'est moins stigmatisant, je trouve. Et de voir un petit peu les conséquences que ça a. Et puis, en fait, vous donner quelques éléments de décodage. Au fond, c'est pas si compliqué. Et quelques points d'appui pour faciliter un petit peu les choses. J'ai plein de téléphones sur ce truc, il va falloir que je gère. Voilà, on va y arriver. Alors, pourquoi on parlait? D'abord parce que, pour ceux qui ne connaissent pas encore le sujet, tout le monde sait que les enfants sont surdoués. Il y a plein de littérature sur le sujet, il y a plein de trucs. Et puis, à 18 ans, à la majorité, ils arrêtent d'être surdoués. Ça vous semble... Enfin, moi, je sais pas, mais ça fait un peu étrange, quoi. Donc, qu'est-ce qu'ils deviennent, quoi? Est-ce que c'est sûr qu'ils arrêtent d'être surdoués? Ça fait un peu étrange. Non, la réalité, c'est qu'ils deviennent des adultes surdoués et que ça vaut vraiment le coup d'en parler, parce que quand c'est bien parti, ça continue à être bien parti, mais parfois, il faut redresser un peu la situation. L'autre chose est qu'il y a ce fameux décalage, mais décalage, ça peut vouloir dire discordance, et là, c'est beaucoup moins rigolo, et ça peut vouloir dire crise. Et là, il vaut mieux prévenir que guérir, je pense que c'est vraiment important. Ce qui me semble intéressant aussi, pourquoi en parler, c'est qu'actuellement, vous entendez peut-être parler des générations Y, Z, des millennials, des choses comme ça. Pour avoir un petit peu lu sur le sujet, effectivement, le surdon est à la mode. Je pense que vous l'avez peut-être remarqué, maintenant c'est bien, quand on est surdoué, il y a plein de choses, plein d'articles sur le sujet, plus ou moins intéressants, mais il y a plein d'articles. Pourquoi ils sont à la mode? Je pense que c'est les millennials qui sont là-dedans. C'est toute une génération qui est née dans les années 80, qui regarde l'entreprise de façon perplexe, en disant, attendez, il y a des choses qui ne vont pas du tout, et qui appelle à ce que l'entreprise soit beaucoup plus inclusive, et soit beaucoup plus sociétale ou sociale, et donc soit capable de mieux prendre en compte les individus,
alors même que la même entreprise est confrontée à des bouleversements absolument majeurs. Bon, je ne fais pas un dessin, on ne sait pas très bien où on en est, où on va. Quand on se regarde 10 ans avant, les technologies ont tellement évolué que, bon, voilà, il y a une rapidité, une accélération des technologies qui, évidemment, ne facilite pas la chose. Et en fait, donc on a une forme de violence qui est là, et cet amas d'informations fait que pouvoir parler, avoir quelques points de repère, bah, à mon avis, ça peut favoriser justement l'inclusion des surdoués, et ça peut favoriser aussi les entreprises. D'abord le mieux-être des surdoués, pour comprendre ce qui se passe, et puis aussi pour les entreprises, ça peut les aider à augmenter leur chiffre d'affaires, et ça peut aussi les aider à réduire, parce que je pense qu'il y a les mêmes problématiques en Suisse, ça peut aussi les aider à réduire les problèmes de risques psychosociaux. Je crois que c'est important. Et ce que disait une ancienne présidente de Mensa Hollande, ce qu'elle disait, c'est qu'il vaut mieux parler de diversité et d'inclusion en prenant les entreprises par le chiffre d'affaires plutôt qu'en leur disant c'est pas bien de pas bien inclure les gens. En fait, en leur disant vous pouvez augmenter le chiffre d'affaires en acceptant la diversité, ça a permis, par exemple, c'est un des exemples qui vont dire les plus importants en la matière, quand les fabricants d'outils de bricolage ont découvert que les femmes aussi bricolaient, c'est comme ça qu'on a conçu les outils portables avec batterie. Et ça a permis d'augmenter largement le chiffre d'affaires de ces entreprises. Donc c'est quand même intéressant de pouvoir prendre des entreprises au portefeuille dans le bon sens du terme. Alors, de quoi parle-t-on en matière de surdoués? Donc, on n'a plus que ce mot-là à la bouche, il est arrivé dans les années 40-50 après la guerre. Ils ont toujours existé, les surdoués, il faut être sérieux. Ils ont toujours existé, c'est pas une génération spontanée, on n'est pas là, nos parents l'étaient, nos grands-parents aussi, et Ulysse, il y a des chances, enfin bon, on n'a pas de biographie spécifique sur Ulysse, mais quand on regarde comment il a fonctionné, on peut se douter qu'il l'était un peu. Léonard de Vinci, qui est à la fois mécanicien, peintre, l'était certainement. Michel-Ange, lui aussi, poète, peintre, architecte, j'en passe et des meilleurs certainement. D'où, certains l'ont peut-être déjà entendu, le fameux esprit Renaissance, ce qu'on appelle le Renaissance Man, c'est son, bon, men, women aussi d'ailleurs. Bon, les esprits Renaissance, c'est des polymathes, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont capables de maîtriser beaucoup de sujets très différents, sont d'ailleurs qu'on leur tienne rigueur, tel Jean-Jacques Rousseau aussi, qui était philosophe, poète et musicien, certains le savent peut-être, ou Benjamin Franklin, qui était à la fois, par exemple, diplomate, et puis qui allait faire ces petites expériences d'électricité. Et puis, tout ceci se passait très bien jusqu'au jour où un monsieur anglais qui s'appelait Adam Smith est arrivé et a proposé la division du travail en disant, pour pouvoir augmenter la rentabilité des entreprises, on va diviser les tâches en tâches élémentaires, complémentaires et répétitives. Et vous allez voir, ça va doper la rentabilité des entreprises. Et je passe mon temps à rajouter qu'il avait aussi dit qu'il pensait que ça allait abêtir l'humanité, il en était convaincu, mais qu'il croyait fermement dans le fait que la formation permettrait d'éviter cet abêtissement de l'humanité. On a juste oublié la formation une fois qu'il est mort. La révolution industrielle, qui en a découlé, a généré des besoins de formation importants. Donc il a fallu que l'école s'adapte. D'où, au début du XXe siècle, la demande de l'éducation nationale, la demande de l'État français à un certain M. Binet, de créer des tests pour permettre d'identifier les enfants qui étaient en retard à l'école, pour identifier ceux qui risquaient de ne pas pouvoir trouver du travail parce que ils étaient en retard à l'école et il fallait qu'ils puissent s'intégrer dans le monde de l'entreprise. Et à sa grande stupéfaction, Binet a découvert qu'il y avait des enfants qui étaient en avance. Pour grosso modo, comment ça fonctionne? Un enfant de 10 ans sait répondre à un ensemble de questions. Un enfant de 12 ans sait répondre à des questions un peu plus compliquées. Et il s'est rendu compte que des enfants de 10 ans savaient répondre à des questions auxquelles répondaient des enfants de 12 ans. 12 divisé par 10, ça fait 1,20. Et c'est comme ça que sont nés les tests. Et c'est comme ça que sont nés, on va dire grosso modo, tous ces tests de QI et ces noms de QI dont vous entendez parler. Le fameux 130 de QI qui signe, je ne vais pas entrer dans les détails. Ah oui, j'ai oublié de spécifier que je fais maintenant de la recherche. Je suis devenue chercheur-père et pour pouvoir mériter d'être chercheur-père, je suis retournée à l'école. Donc là, en ce moment, je viens de sécher une journée complète de biostatistique
Ça fait 3 semaines que j'en bouffe, je crois que ça me fait du bien, mais quand même. Bon, enfin voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà ce qu'il en est. Donc en fait, un surdoué, il n'est juste pas dans la norme, on est d'accord, c'est juste comme ça. Et en fait, le souci, c'est que ce n'est pas très compatible avec la notion de standardisation qui a été initiée par la révolution industrielle. Donc, standardisation, c'est un terme technique. En général, on parle de moyenne, la moyenne sociale. Quelqu'un qui n'est pas comme tout le monde, il n'est pas dans la moyenne, ça c'est sûr. Et puis, cette révolution industrielle, les Américains sont arrivés et ont déclaré qu'il fallait être standard. Et c'était déjà beaucoup plus restrictif, beaucoup plus coercitif, beaucoup plus difficile. Et c'est comme ça qu'on en arrive au clonage. Et clonage et moyenne, c'est pas tout à fait la même chose. Et là encore, puisque maintenant je suis une cadre en statistique, la moyenne, il y a toujours un intervalle de confiance. C'est-à-dire qu'on dit, ben voilà, la moyenne elle est à peu près là, plus ou moins. Le clonage, c'est on ne bouge plus. Un surdoué dans le monde de l'entreprise, un surdoué dans le monde du travail, c'est ça qui se passe. C'est pas plus ou moins, c'est qu'il n'est pas comme tout le monde. Donc ça pose déjà un problème, la standardisation. Alors maintenant, on va parler d'intelligence. Quelle est la définition d'intelligence? Il n'y en a pas. On met tout le monde d'accord. Il y a une dizaine de personnes, de scientifiques, qui ont tenté de se poser pour dire qu'est-ce que c'est que l'intelligence. J'ai listé, il n'y en a pas. Bon, alors on laisse tomber. Donc comment, à partir de là, voulez-vous qu'on définisse ce que c'est qu'un surdoué? Si vous ne pouvez pas définir l'intelligence, enfin voilà, bon, renonçons, mais je vais quand même vous en parler. Ce que je veux dire par là, c'est que arriver en disant « je suis surdoué », oui, on ne sait pas trop ce que ça signifie. Alors je voudrais plutôt vous parler de ce que c'est que de vivre, d'être surdoué, de ce que c'est que de le vivre au quotidien. J'insiste, c'est vrai, ça existe, c'est quand même ce qui m'a valu de faire cette recherche et même d'être là ce soir, c'est mes bouquins. Ce fameux décalage monté de série, il existe. Et on commence par le voir d'abord dans le cerveau. Donc, dans les années 20, à partir du moment où on a découvert les surdoués, on a quand même tenté de les observer. Dans les années 20, et même encore maintenant, on a commencé à les étudier. Les soviétiques ont découpé des cerveaux en lamelles. Les gens étaient morts, hein, ils n'avaient pas eu attention avant. Et ensuite, grâce à l'imagerie médicale, on a eu les IRM, on a eu les EEG, on a même maintenant la scintigraphie cérébrale qui calcule le flux sanguin dans le cerveau. Le surdon existe. Plus de neurones, jusqu'à, il faut bien garder ça en tête, d'accord? Le surdon, autant un test de QI vous dit 100, 105, 110, c'est quelque chose qui marche par nombre entier, autant sur des milliards et des centaines de milliards de neurones dans le cerveau, il y en a quelques-uns là, un peu moins ici, un peu moins là. Il n'y a pas de cerveau type, d'accord? Tous les cerveaux sont différents et c'est aussi ça qui fait qu'on est tous uniques et singuliers, même si on parle d'une moyenne, même si... Mais c'est pas le corps humain qui est en moyenne, ce sont les habitudes, c'est le corpus social qui est en moyenne, c'est ça qu'il faut garder en tête. Donc jusqu'à 2 fois plus de neurones, cortex frontal, c'est-à-dire les fonctions supérieures, cortex pariétal, là on va plutôt avoir, surtout à droite, on va plutôt avoir tout ce qui est créativité, je ne vais pas en rajouter plus. On a aussi plus de testostérone pendant la grossesse qui favorise la myélinisation des axones. C'est promis, je ne vous dirai pas trop d'autres gros mots. La myélinisation des axones, c'est quoi? Ce sont tous ces câbles électriques qui permettent de connecter les neurones entre eux et d'éviter les courts-circuits. Donc la myélinisation, c'est la gaine électrique des neurones, c'est extrêmement important pour permettre à l'information de circuler. Donc imaginez plus de neurones qui sont connectés plus tôt et en plus qui vont plus vite. Parce qu'il y a aussi également un process d'information qui a été vérifié. L'information est processée plus rapidement que la moyenne. Donc on a, dès la naissance, et même parfois avant la naissance, des enfants qui acquièrent plus d'informations, qui la traitent plus vite, qui la stockent plus vite. Ce qui va permettre à des enfants de 5 ou 6 mois de commencer à parler, alors que normalement on parle vers 15 mois, ce qui va permettre à des enfants de commencer à marcher, à se tenir debout à 7 mois, de marcher à 8 ou 9 mois, alors que la marche là aussi est acquise plutôt à 14 mois. Et ce qui va permettre de stopper des informations plus vite aussi. Un enfant qui va se mettre debout à 8 ou 9 mois et qui va marcher, il a 6 mois d'avance sur son petit camarade ou sa petite camarade qui n'est pas surdoué et reste assis. Et encore là, je vous parle de propriétés mécaniques, mais il y a également
toute l'acquisition d'informations et le process et la pensée, et parfois des enfants, vous verrez, qui sont traumatisés, prostrés, ou qui hurlent, ou qui finissent par avoir des rythmies pour se rassurer, parce que ce sont des enfants à qui il vient des idées, qui ont des informations, qui ne savent pas comment les traiter, ils ne savent pas parler, ils ne peuvent pas partager. Donc ils apprennent tout seuls, et ils finissent évidemment par développer des attitudes dont parfois on se dit, tu ne penses pas qu'il est autiste, là il m'inquiète un peu. Non, pas du tout. Mais ça, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'avant même de parler du processus académique, de réussite académique ou de quoi que ce soit, vous pouvez déjà voir un enfant en avance par rapport aux autres. Et cette avance, évidemment, à l'âge adulte, il ne marchera pas plus que les autres, mais cette avance, ce stockage d'informations va rester, va durer. Et c'est aussi ça qui fait la spécificité d'un surdoué. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, mais d'où est-ce que je sais ça? Vous ne savez pas. Mais vous l'avez acquis, ça c'est sûr, et vous le savez. Mais alors, quand est-ce que vous l'avez acquis, quand est-ce que vous l'avez appris, vous ne savez pas. Ça fait partie aussi de ce processus de captation d'informations qui est extrêmement important et qu'on appelle en particulier le fameux déficit d'inhibition latente, où vous avez l'impression que vous vous focalisez sur quelque chose, mais en fait vous entendez tout et vous saisissez tout par tous les coins. Ça y est, je suis encore partie dans tous les trucs de neurosciences, il faut que j'arrête. Donc, ça se voit avec les EEG, ça se voit avec la scintigraphie, avec l'IRM, je peux vous assurer, ça se voit, le surdon existe. En tout cas, les mécanismes, les fondements neuronaux du surdon. Mais évidemment, ça a aussi des conséquences en matière de comportement. Quand vous captez plus d'informations, plus de lumière, plus de son, plus de mouvement, il y a un moment où vous saturez peut-être plus facilement. C'est un petit peu normal. La personne qui n'est pas consciente de ça, qui ne sait pas, et puis qui sait que ça se fait d'être avec les autres, elle est susceptible à un moment ou à un autre peut-être d'avoir des surréactions ou des moments d'irritabilité où on va lui dire c'est pas la peine d'en faire tout un fromage, quoi, mais arrête. Et ça commence. Le petit décalage, il commence comme ça. Et si la personne n'est pas soutenue, ne sait pas ce qui se passe, ne comprend pas d'où ça vient, et ce décalage peut devenir stigmatisation, perte d'estime de soi, et c'est quand même quelque chose auquel il faut faire attention. Donc, cette réalité neuronale, elle a un véritable impact sur les comportements, et si on va se recadrer maintenant sur l'entreprise, j'aurais tendance à dire qu'on va résumer en disant qu'une personne surdouée, c'est trop. Je suis à peu près persuadée que tous ceux qui se savent surdoués ici ont expérimenté à un moment ou à un autre une réflexion dans laquelle il y avait le mot « trop ». Enfin, ou pas assez, mais c'est jamais que le contraire de trop. On est d'accord, c'est des trucs comme ça. Bon. Là encore, il y a une réalité neuronale, d'accord? Plus d'informations, plus de sensibilité. C'est ces fameuses hyper-excitabilités, over-excitabilities qui ont été mises en lumière par un psychiatre polonais qui s'appelle Kazimierz Barbowski, avec un psychologue canadien qui s'appelle Michael Piasowski. Ils ont mis en avant 5 hyper-excitabilités. Donc, l'excitabilité psychomotrice, les enfants qui n'arrêtent pas de bouger. À l'âge adulte, ça se calme parfois, mais pas systématiquement. L'hyperexcitabilité sensorielle, je le répète, à partir du moment où vous avez plus d'infos, vous captez plus de choses, donc vous êtes plus facilement incommodé par des odeurs, ou au contraire, vous êtes capable de faire une cuisine absolument parfaite parce que vous êtes capable de mélanger les odeurs et les goûts de façon parfaite. Hyperexcitabilité émotionnelle, c'est-à-dire il y a la fleur de Pucci que je vous invite à aller regarder sur Talents Différents, qui est en fait quelqu'un de normal, dans la norme, dans la moyenne, d'accord, va être triste, mais pour un surdoué, ça peut vraiment être quelque chose qui va au-delà de la tristesse et qui est un effondrement. Et là encore, la personne est susceptible de s'entendre dire, enfin, c'est pas la peine de te mettre dans tous ces états-là pour ça, je voudrais vous y voir, on va faire autrement, et c'est très compliqué. Donc il y a toujours ce plus, cette intensité, et je vais y revenir, qui caractérise un surdoué. Quatrième hyperexcitabilité, l'imagination, la capacité à imaginer, à rêver. Je vous signale que pour certains, on le dit, ce serait pas un peu schizo par hasard, il faut le savoir. Hein. C'est cette différence, parfois, il faut éviter d'être pas trop imaginatif, on ne sait jamais. Et le dernier, c'est l'intellectuel, qui va permettre d'imaginer plein de choses, sachant que c'est peut-être un peu compliqué de retenir ces 5 hyperexcitabilités. Je préfère ce que Mary-Hélène Jacobsen, qui est une psychologue américaine, met en avant en disant
les 3 traits ombrelles d'un surdoué, c'est l'intensité, la complexité et le drive, c'est-à-dire une motivation intérieure qui n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un vous dise que vous avez à faire pour trouver le moyen de le faire. D'accord ? Alors, maintenant, je vous ai dit des trucs bien théoriques. Ça donne quoi au quotidien ? C'est une capacité d'absorption d'informations infiniment supérieure à la moyenne. Je suis à peu près sûr que certains d'entre vous sont déjà entendus dire « Mais comment tu as fait pour savoir tout ça ?» Ouais, enfin, ah bon, vous ne lisez pas 200 pages à l'heure? Moi, j'en lis que 60, ça dépend, mais... Agilité verbale, humour, curiosité, grande concentration, puissance de travail. Si ça intéresse. Sinon, pas la peine même d'y penser. Énergie, challenge, empathie, multicanal. Alors, ça c'est intéressant pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que d'être surdoué, ou même pour les surdoués qui n'y ont pas réfléchi. On pose n'importe quelle question. Je vous pose le mot pirogue, et réfléchissez à ce qu'il y a dans votre tête. Vous allez avoir des sons, des codes, hier, demain, ailleurs, ici. Maintenant, vous me faites une phrase pour me dire ce que c'est qu'une pirogue. J'attends. Vous voyez la difficulté qu'il y a à pouvoir résumer en mots. Comment faire pour... Et puis, bon, dans certains cas, le pire, c'est... Non, mais attends, t'es trop long. C'est ce qui me menace d'ailleurs maintenant. T'es trop long, et puis t'en dis trop, et puis c'est pas le sujet, et puis t'es hors sujet. On va y revenir, la fameuse divergence. La créativité aussi fait partie du profil. On y reviendra, il ne faut pas être trop créatif non plus. Esprit critique, esprit adaptable, on parle de la résilience, c'est l'adaptabilité. C'est quelque chose où, même quand un surdoué est en souffrance, le jour où il ou elle arrive à dépasser ça, parce qu'on peut le faire, revenir sur son passé, c'est circonstance. J'étais quand même capable de traverser tout ça. Oui, parce qu'il y a une capacité d'arriver à prendre des informations, à traverser, à affronter, et franchement à se prendre des paquets dans la figure comme peu peuvent s'en prendre. Ça, c'est vraiment important de le savoir ça. Pour ceux qui ne vont pas bien, s'ils s'en trouvent ici ce soir ou s'ils en connaissent, je peux vous assurer, je ne vous souhaite pas d'en encaisser encore plus, mais on peut passer au travers. Je crois que je sais de quoi je parle. Persévérance, transmission interstitielle, ça c'est vachement intéressant. Faire se parler des gens, des mondes différents. Entrepreneuriat, enfin voilà, ça fait des gens qui sont visionnaires, qui sont innovants, qui viennent à bout de problèmes très très complexes, parfois en disant enfin, c'est simple, c'est ça. En plus, ça marche. Ça c'est dans les bons cas, soyons clairs. Je sens que ça vous parle pour certains d'entre vous. Ça, c'est dans les bons cas. Alors, il faut quand même savoir une chose, c'est que malheureusement, c'est pas forcément toujours très bien perçu. Parce que tout ce que je vous raconte là, c'est quand même des gens super sympas. Vachement bien. D'accord ? Et en fait, c'est ce que disait Einstein, je crois que tout le monde aime les génies, mais à condition de ne pas vivre avec. Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Ils vont vous trouver, parce que c'est le revers de la médaille, si vous voulez. Ils vont vous trouver impulsif, ils vont vous trouver associable, ça c'est très souvent quand il y a une forme. Alors il y a les autres sont trop lents, ils ne travaillent pas assez vite, ou alors c'est que vous êtes fatigué, donc vous êtes forcément associable. Ils vous trouvent exigeant, ils vous trouvent intransigeant, ils ne comprennent pas que l'éthique, on ne rigole pas avec. Attention, j'ai pas dit que les surdoués étaient des bisounours, d'accord? C'est-à-dire qu'un surdoué qui a une vérité, il va se battre pour cette vérité. Et la vérité, il y en a plusieurs, d'accord? Mais donc, il sera intransigeant et il ne lâchera pas. Et pour vous, ce ne sera peut-être pas le bon camp, mais il faut savoir ça, d'accord? On peut vous reprocher d'être éparpillé aussi, de vous disperser beaucoup, tout simplement parce qu'il y a tellement de choses qui vous intéressent. On vous reprochera de ne jamais être satisfait, d'être trop perfectionniste. C'est juste une question de repère, d'être perfectionniste. Quand vous dites j'aime la qualité et que vous êtes au micron dans le choix alors que la personne qui aime la qualité en est au centimètre, oui, vous aimez la qualité, c'est juste une question de repère, quoi. Il faut savoir ce que c'est. On vous reprochera de vous inquiéter de choses qui n'ont pas lieu d'être, c'est le fameux syndrome de Cassandre, parce que quoi qu'en disent certains, les surdoués savent être anxieux, si. Et ce qui peut vous arriver dans le pire des cas, c'est les fameux bore-out, l'épuisement, l'effondrement d'ennui, voire une dépression existentielle qui est, mais ça les gens ne comprennent pas, mais t'as tout pour être heureux, mais arrête! Ouais, mais pourquoi est-ce que la vie est finie? Pourquoi? Ça sert à quoi que je me batte pour maintenant? Parce que de toute façon, on va mourir, donc puis
puis ça sert à rien. Quoi. Et donc c'est une forme de... Je dis ça en riant, mais il y a des fois où... Enfin, je me suis encore surprise aujourd'hui, ça va. Maintenant, je sais ce que j'ai, donc je vais mieux. Mais je me suis surprise aujourd'hui à avoir une réflexion en disant stop, on arrête. On arrête parce qu'effectivement, bah oui, les gens ils travaillent que pour ça, puis ensuite ça sert à quoi? Non, stop, stop. Sinon on n'en finit plus. C'est vraiment important de savoir ça. Quel est le principal écueil auquel la surdouée se heurte avec ce on vous voit comme trop impulsif, trop? Bah, c'est la norme, comme d'habitude. Et plus exactement ce qu'on va appeler le conformisme cognitif, qui est un mot bien savant pour ne pas le faire, on l'a jamais fait. Ou tu trouves toujours des trucs, toi, mais alors pourquoi tu fais jamais rien comme les autres? J'ai un de mes lecteurs qui m'a écrit il y a quelques jours, il a raté son master en photographie parce qu'il a photographié la mer. Réponse, la mer, ce n'est pas de la pensée, vous avez une vue neuneux de la mer c'est les migrants et les bateaux. Bon. On a pourtant le droit de contempler et de regarder ce qui ne se voit pas, mais évidemment, je lui dis, bah oui, mais vous aviez en face de vous des gens qui ne voyaient pas au-delà des apparences, c'est tout. Et ça, c'est très compliqué parfois. Il y a une chose qui n'appartient absolument pas au vocabulaire du conformisme cognitif, c'est pourquoi et pourquoi pas. Oubliez. Sinon, il y a deux réponses qui sont au choix. Mais pour qui vous prenez-vous, ou pour qui ne prends-tu, au choix, d'accord? Ou bien, non mais t'es sympa, mais t'es totalement ingérable, quoi. Je sens qu'il y a du vécu dans ce que je dis. Et puis la dernière chose dans le conformisme cognitif, c'est que 100, c'est largement suffisant. Pourquoi vous voulez avoir plus de 100 en intelligence? Il suffit d'avoir 105 pour avoir le bac. Qu'est-ce que vous en avez à faire? Bon, allez, 115 pour un master, d'accord, si vous avez faire des études, mais pas plus. On a même regardé, si vous voulez être créatif, pas plus de 126. Alors imaginez Léonard de Vinci avec ses hélicoptères et ses sous-marins au XIVe siècle, il en a perdu plus d'un. Hein. Arrêtez d'inventer les sous-marins quand les gens ne sont pas encore mûrs, quoi, c'est tout. Rappelez-vous une chose, toujours en stats, mais alors maintenant que je fais des stats, j'arrête pas d'en voir partout. 95% de la population se retrouve dans cette fameuse courbe en cloche, entre 70 qui signent le retard mental et 130 qui signent le début du surnom. 95% de la population. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire des 5% restants? D'ailleurs, en stats, on apprend qu'on a un risque, on risque de se tromper de 5%, c'est pas grave. Un jour, j'ai fait remarquer à quelqu'un que quand même, 1 pour 1000, ça faisait 75 000 personnes en France. Il faut les voir pour la Suisse. En matière de politique publique, il y a des... Voilà. Il y a des petits marginaux que je trouve un petit peu dommage à oublier. Oui, donc, 105 pour avoir le bac, 115 pour avoir un master. On a estimé qu'un politique avait 125 de QI, de façon à pouvoir être compris par la grande majorité. Ben oui, parce que en fait, ce que j'ai oublié de vous dire, ça a été travaillé par des gens comme Leta Hollingworth et un autre psychologue qui s'appelle Dean K. Simonson, qui disent en fait on a une zone de confort qui fait qu'on peut être compris et se faire comprendre facilement. C'est pas parler français, d'accord, c'est compris au sens perception, au sens saut quantique quand on réfléchit. On peut être compris et se faire comprendre de gens qui sont à plus ou moins 20 points de QI autour de vous. Donc c'est normal qu'un politicien ait 125 de QI, comme ça il est compris par une grande majorité des gens. Les médecins, 135. Et il a été fait également une autre étude qui montre qu'à partir de 139, je crois qu'on a 2/3 de chances en moins de pouvoir arriver à réussir professionnellement. Bon, si vous aviez un peu trop de points de QI, dépêchez-vous de vous faire lobotomiser, c'est mal pris. Et ça commence à l'école. Et ça commence à l'école. Enfin non, j'exagère un peu, il y a des solutions, évidemment. Ça commence à l'école, s'orienter par rapport à la norme. D'abord, il y a ceux qui échouent. Il faut quand même bien le dire, malgré tout ce qui peut être dit, il y en a un certain nombre qui échouent. Alors je dis un certain nombre, je ne veux pas avancer un pourcentage, parce que ce que vous entendez dans les journaux, ça vient d'un tout petit sondage qui a été fait par une association pour les enfants précoces en France. Donc il disait un tiers ont réussi, un tiers échoue et un tiers s'en sort pas mal. Mais c'était sur 300 familles et il n'y avait aucune volonté de faire des statistiques
sérieuse, quoi, d'accord? Cela dit, les Américains ont fait ça et ils arrivent à entre 20 et 40%. C'est pas mieux, hein. Mais bon, donc un certain nombre, d'accord? Et puis on n'identifie pas tous les surdoués. Donc il y a peut-être des gens qui voilà, on ne sait pas. C'est ça qui est compliqué. L'ennui, quand on reste à l'école, l'ennui peut générer des impasses. Je prends évidemment un de mes enfants en exemple. Il se posait la question de savoir si ça valait le coup de passer le bac, il ne voyait pas l'intérêt, donc il s'ennuyait à l'école. Bon, on connaissait le système français, des grandes écoles, des machins, des prépas, des trucs comme ça, bah, hyper sélectif. Bah oui, il s'ennuyait à passer le bac, la sélection, bah, il n'a pas pu avoir certaines écoles parce que voilà, il s'ennuyait. Pour d'autres, c'est la passion qui amène à l'impasse. Moi, je veux être médecin. Alors la géo, je m'en fiche, les langues, je m'en fiche. Ouais, enfin, passer des examens, c'est être au moins avoir 10 partout, quoi. Enfin, on 10 en moyenne. Donc si on a 20 là et 0 ailleurs, c'est foutu. Donc il faut faire très très attention également à ces enfants hyper passionnés et leur apprendre l'importance de la moyenne. Et puis pour d'autres, c'est le contraire, c'est la difficulté du choix. Le jour où on m'a dit vous pouvez faire ce que vous voulez, je vous assure que ça ne rassure pas du tout. Bah ouais, ok, je peux faire ce que je veux, mais je fais quoi? Ah bah vous choisissez, vous faites ce que vous voulez. Pour un enfant de 15-20 ans, ça signifie absolument rien. Et en revanche, il est important de pouvoir expliquer comment on peut s'orienter, se réorienter, et ainsi de suite. Donc ça, c'est à l'école. Trouver un emploi face à la norme. Trouver un emploi quand on n'a pas de travail. Vous savez, avoir un diplôme, ça veut dire qu'on est intelligent. Donc si vous n'avez pas de diplôme, c'est que vous n'êtes pas intelligent. Vous faites comment pour trouver un travail? Ça, c'est compliqué. À l'opposé, certains ont trop, une fois de plus. Trop de diplômes, trop d'expérience, trop de personnalité. On va y revenir aussi. C'est un peu compliqué. Par rapport à la norme, pour un surdoué, c'est le problème de se vendre. Je suis excellent. Enfin, essayez de le dire, ça arrache la gorge. Ça ne se fait pas de dire je suis... Alors, je vais vous parler, peut-être que vous le connaissez déjà, le fameux effet Dunning-Kruger, qui a été étudié, qui montre comment les gens incompétents se jugent beaucoup plus compétents qu'ils ne le sont vraiment. Donc des incompétents notoires vont arriver en... Et moi, je suis bon. Alors que vous, qui en savez 15 fois plus, vous vous interdisez d'intervenir, parce que voilà, vous ne savez pas tout. Pire que ça, bien sûr, les incompétents ne savent pas reconnaître la compétence chez les autres, sinon ça ne serait pas drôle. Vous n'intervenez pas parce que je sens que ça vous parle. Il ne faut pas hésiter. Hein. Pire que ça, vous n'allez pas vous vendre. Parce que non, mais ça va, j'ai pas les diplômes pour ça. Alors, regardez, je retourne à l'école pour avoir les diplômes, pour oser parler du surnom, quoi. C'est clair, j'ai pas les diplômes pour ça, on va me croire, j'en sais pas encore assez. Enfin bon, le fameux syndrome de l'imposteur. Et puis il y en a un dernier qui est, ça c'est pour ceux qui ont été le plus abîmés, je dirais, par une forme de stigmatisation, c'est ce qu'on appelle en anglais le tall poppy syndrome, qu'on traduit en français par pas une tête qui dépasse. C'est-à-dire que s'il y a une tête qui dépasse, voilà. Donc les enfants qui se font remarquer à l'école, mais arrête de poser des questions, mais arrête d'intervenir tout le temps, ils apprennent à se taire, ils apprennent à plus rien dire. Et ça continue en entreprise aussi, mais arrêtez de vous la jouer, quoi, arrêtez, mais pour qui vous prenez-vous? Et donc, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend à à s'entraver, et on finit par tomber d'ennui, enfin, on va y revenir. J'ai parlé de l'école, j'ai parlé de l'embauche, je voudrais rappeler 3 décalages au quotidien. Ça a commencé à l'école, ça ne va pas s'arrêter en entreprise. Le tempo, pourquoi ils sont si lents? On ne peut pas aller plus vite là? Oh, bougez-vous là, oh, oh. Et comme on vous connaît ça, non mais tu vas trop vite, non mais arrête, attends, il faut faire une réunion. Bon, et si vous ne la faites pas, vous êtes traité de tyran. Alors, de toute façon, alors, vous avez le choix entre vous taire ou exploser. Dans les deux cas, c'est pas bon. Il y a d'autres solutions, mais évidemment, c'est pas très simple. Après, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est des questions de standard dans le décalage. Donc, vous parlez déjà de la qualité. Oui, oui, nous, on est en entreprise, on fait de la qualité. On est très content. Oui, vous amenez de la qualité, on fait faire de la qualité. Déjà, c'est un peu compliqué. La fameuse pensée divergente,
qui n'est jamais que le nom scientifique de la pensée arborescente. Arborescente, ça n'a aucun fondement scientifique, d'accord? Mais c'est joli et c'est plus facile d'en parler, d'accord? La réalité, c'est la pensée divergente. C'est en fait de dire, on va penser, si je reviens au mot pirogue, vous allez, si vous réfléchissez comme vous pensez, vous allez voir tout de suite, effectivement, beaucoup de connexions qui vont se faire. Et puis, si ça se trouve, vous allez me parler des Maoris qui n'ont plus rien du tout à voir avec les pirogues, et on vous dira, bah, c'est pas le sujet. Et pourtant, il y en a un. Parce que les autres, ils vont penser pirogue, bout de bois, et puis eux. Maori, ça existe. C'est ce qui va vous valoir également cette créativité qu'on peut vous reprocher, parce que oui, bien sûr, elle vous permet d'être pompier. Vous savez, la personne qu'on va chercher quand vraiment c'est trop tard pour résoudre des problèmes. Et ah oui, non, mais lui ou elle, non, mais il est bon, tu ne veux pas nous le faire, puis alors, excusez-moi le terme, trop bon, trop con, on y va. Qu'est-ce que c'est bon de sentir les neurones tourner pour redresser quelque chose au dernier moment? Hein? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un peu vivifiant. Sauf qu'après, c'était facile pour toi, tu ne peux quand même pas contre merci en plus. Et c'est comme ça qu'on arrive à le fameux bon à tout, propre à rien. Qui est, ben oui, je peux faire plein de choses. Alors vous essayez de vous vendre en entreprise, ben oui, je peux faire plein de choses. Bon, oui, mais vous pouvez m'en dire plus. Et quand vous commencez à tout dérouler, on vous regarde. Qui vous prenez-vous? Syndrome de Cassandre, j'en ai déjà parlé. Vous voyez les gens, vous voyez les choses arriver. Vous voyez la catastrophe, elle est annoncée. Oh non, arrête. Puis la catastrophe arrive. Et là, vous dites, je vous l'avais bien dit. Évidemment, ce n'est pas ça qu'il fallait dire. Perfectionnisme, on en a déjà parlé. Attention, le perfectionnisme peut être pathologique. Oui, ça existe. Mais le perfectionnisme pour un surdoué, c'est juste un niveau, c'est un standard de qualité qui n'est pas celui de la moyenne. D'accord? Mais vous avez besoin. Comme on va plus vite, on peut régler les choses plus vite en étant perfectionniste, mais les autres qui vont plus lentement pensent qu'on perd du temps. Parce qu'il y a des chemins qui sont empruntés qui ne sont pas les mêmes. Et puis bien sûr, les questions, pourquoi et pourquoi pas. Donc tempo, standard et questions, c'est quelque chose qui fait qu'il y a des conséquences un peu fâcheuses. Le manque de reconnaissance, c'est un grand classique. Vous en faites beaucoup plus que les autres. Et puis un jour, vous finissez par se dire, non mais quand même, j'en fais plus que les autres, je pourrais être augmenté là. Enfin, tu le fais normalement, pourquoi tu veux qu'on t'augmente ça? Donc il faut aller chercher une autre boîte ailleurs. Enfin, c'est un peu compliqué, on finit par être un peu fatigué de ce genre de choses. Pire, le harcèlement. Des collègues qui se disent, oh là, celui-là il veut devenir chef, celui-là il veut l'augmentation, et qui commencent à faire courir des bruits, c'est une catastrophe. Bien sûr, les chefs qui ont peur que vous preniez leur place, sachant qu'il faut toujours se rappeler une chose, un vrai leader, c'est quelqu'un qui n'hésitera jamais à valoriser un de ses employés et qui sera au contraire content de pouvoir le faire émerger, le pousser, parce que le leader sait qu'il a toutes les chances de pouvoir se nourrir dans le bon sens du terme de l'énergie de la personne. Cela dit, quand on est dans une entreprise, c'est facile de dire il n'y a qu'à sortir. Non, c'est pas si facile que ça. Et c'est comme ça qu'on en arrive au bore-out, cet effondrement d'ennui dont je vous parlais. Burnout, je suis un peu moins sûre, parce que on en a tous sous le capot. En revanche, je pense aux mamans solo. Ouais, là, le burn-out, il n'est pas très loin, d'accord? C'est-à-dire s'occuper, avoir un travail, s'occuper des enfants, on ne dort plus, là, ça commence à être méchant. J'ai inventé un mot que je propose, qui est le cope-out. On n'en peut plus de s'adapter. On n'en peut plus le fameux faux self, qui est souvent évoqué. Et j'ai trouvé cet été, j'ai entendu cette année une conférence qui parlait de self répudié. C'est-à-dire que le faux self, c'est une forme de masque que volontairement on met devant les gens, alors que le self répudié me semble être beaucoup plus juste, c'est on renonce tellement à soi, on se renie tellement parce qu'on n'a pas le choix qu'un jour on casse. Et ça, c'est vraiment important de s'en souvenir. Sans compter les maladies. Il y a une étude qui est sortie en 2017. Il faut que je m'arrête de parler pour résumer. Ça va, continue. Il y a une étude qui est sortie en 2017, une étude américaine, qui s'appelle Hyper Brain, Hyper Body, qui montre comment un cerveau qui tourne très fort peut générer des maladies auto-immunes. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais effectivement, il y a une théorie, et cette étude confirme cette théorie, il y a une théorie qui tient la route depuis 1982, on va chercher à la démonter, mais elle tient la route, qui dit donc un excès de testostérone passé la 20e semaine de grossesse, alors rappelez-vous la testostérone, la rapidité d'information et tout, l'excès de testostérone passé la 20e semaine de grossesse peut favoriser une hypertrophie du cerveau droit, donc le cerveau droit prend ses aises, c'est le premier à se développer avant le cerveau gauche,
générer quelques difficultés, quelques dysfonctionnements dans le cerveau gauche. Et c'est là qu'on va trouver des gens qui sont bègues, parce que c'est là qu'il y a le siège de la parole, des gens qui sont bègues et des gens qui sont atteints de dyslexie, graphie, aplasie, machin, comme ça. Et ça peut aussi générer des dérèglements du thymus, c'est-à-dire faciliter, avec le stress, l'apparition de maladies auto-immunes, dont fait partie l'asthme, dont fait partie le rhumatisme articulaire aigu, dont fait partie la sclérose en plaques. Et cette étude de 2017 montre effectivement, elle a été faite sur des gens qui sont chez Mensa, montre effectivement combien on a des gens qui sont touchés par l'asthme, par du psoriasis, par des tas de maladies auto-immunes. Donc le lien semble se vérifier. Et puis il y a cette phrase de Knox Nota que j'aime bien, qui est un médecin hollandais qui dit en fait le risque est grand pour un surdoué de finir triste, frustré et en colère, qui sont quand même des émotions parfaitement négatives. Donc on est mal barré. Enfin, non, il suffit de comprendre ce qui se passe. Quand on comprend, j'ai compris trop tard, voilà, c'est ça, je suis obligée de dire, j'ai compris trop tard, mais quand on comprend, c'est déjà un peu plus simple. Se rappeler qu'on a beau avoir marché sur la Lune, penser à aller sur Mars, peut-être bientôt parler avec des extraterrestres, l'homme des cavernes n'a jamais évolué. On en est toujours dans nos têtes à la tribu de l'homme des cavernes. C'est-à-dire que il faut que tous qu'on soit ensemble, cohésion sociale, c'est important. Rappelez-vous, l'homme des cavernes, tout seul, la petite tribu, il fallait qu'il lutte contre le tigre aux dents de sabre qui risquait d'attaquer la tribu. Donc chacun devait garder le feu. Celui qui préférait commencer à tailler ses pointes de flèche ou aller se faire ses petits trucs là sur sa paroi plutôt que d'aller vérifier le feu, il mettait la communauté en danger. Et le chef avait raison, et pour pouvoir guider la tribu. Désolé, hein, mais des dizaines de milliers d'années plus tard, c'est la même chose. Article 1, le chef a toujours raison. Article 2, si jamais il avait tort, article 1 s'applique. Ça continue à marcher. Et bon, alors on n'est plus à tailler des flèches, mais pourquoi vous intéressez à des trucs qui sont... C'est pas de votre ressort, c'est pas de votre compétence. Allez, regardez ailleurs, pour qui vous prenez-vous? Vous êtes ingérable. Enfin, voilà. Donc, l'entreprise, rappelez-vous, ce n'est jamais qu'un groupe d'humains, comme la tribu. Donc, l'entreprise, comme la tribu, elle a besoin de cohésion sociale, elle a besoin de conventions pour savoir vivre ensemble. C'est très important de les respecter. C'est comme ça que vous allez entendre parler de la notion de consensus, pour converger vers une sorte de norme, de moyenne, d'accord? Et c'est comme ça que vous allez avoir la valorisation de mots très anglais, qui s'appellent team building, qui s'appellent soft skills, qui s'appellent coworking, qui montrent qu'on est heureux de travailler ensemble. Et je rajoute aussi de danser la chenille, parce que... Peut-être que certains d'entre vous aiment danser la chenille, mais moi j'y arrive pas. C'est terrible. Et surtout, il y a une chose importante. L'entreprise, rappelez-vous que c'est la révolution industrielle qui est toujours là. La machine, elle a quand même un vache d'avantage sur l'humain. Bon, d'accord, elle tombe en panne, mais on peut la foutre tout de suite au rebut sans avoir les syndicats qui viennent gueuler, parce que voilà. Un humain peut tomber en panne, prend des vacances et râle. Une machine, rien de tout ça. Donc on a des entreprises qui sont vraiment, comment dire, calées sur le machinisme, sur l'hypermachinisme, et ça induit quelque chose. Zéro émotion. L'émotion, ça n'existe pas en entreprise. Donc la gestion d'image, c'est à ça que ça sert. Quoi qu'il arrive, gestion d'image. Alors que nous, on arrive, bon, on est transparent, quoi. Ça va pas, et puis... Or, rappelez-vous, la norme, c'est le pouvoir. Si vous n'avez pas de diplôme, vous n'êtes pas intelligent. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne valez rien. Si vous n'avez pas un titre, c'est pas la peine de vous respecter. C'est autant de petites conventions, de normes qui sont extrêmement importantes. Donc en fait, ça c'est un premier point, c'est de se rappeler l'importance de la cohésion sociale et de la structuration sociale du groupe qu'est l'entreprise, ou la tribu de l'homme des cavernes, comme vous voulez. À l'opposé, qu'est-ce que demande un surdoué? Rien de très normal. Un job qui ait du sens, par opposition aux bullshit jobs, qui là aussi ont été théorisés, faire marcher la grande machine bureaucratique. Le job, il sert à rien, mais il sert à faire bosser l'autre. C'est tout. Et franchement, quand vous entrez là-dedans, c'est hallucinant. Et il y a des gens, non, on bosse pour faire bosser l'autre. Voilà. Vous savez, tu as fait un trou, bah, mets de la terre pour remplir le trou.
job qui ait du sens, sans routine, créatif, de base. D'accord ? Intense, de préférence. Ça fait du bien un petit peu de temps en temps comme ça. Et puis surtout, il y a une chose aussi qu'on voit très souvent, c'est un surdoué arrive totalement dédié à l'entreprise. Je suis là pour aider l'entreprise à s'en sortir. Puis c'est vrai en plus. Ouais, enfin, sauf que entre le surdoué et l'objectif de l'entreprise, il y a plein de gens qui ne sont pas vraiment forcément intéressés par l'objectif de l'entreprise, qui sont plutôt intéressés par leurs objectifs propres, et que vous gênez. Et que vous gênez parce que vous, c'est l'entreprise, et puis c'est l'entreprise. Comme vous les gênez, forcément, il ne faut pas vous étonner qu'ils viennent vous regarder en disant « Mais fiche-moi la paix, là. Laisse-moi gérer mes petits intérêts. » Gardez ça en tête, d'accord? C'est vraiment extrêmement important. Il y a d'ailleurs un sociologue suédois qui s'appelle Roland Persson qui a parlé de l'utilité sociale des surdoués. Alors il a classé les surdoués en 3. Les nerds, ceux qui font tourner le monde. Le monde, il y a les riches et les pauvres. Il est hors de question que les riches deviennent pauvres. Et réciproquement. Je vous renvoie au transpersonnage pour ceux qui n'ont pas encore vu ce film. Je trouve que c'est une belle métaphore de l'homéostasie du monde. D'accord? Donc, les nerds aident le monde à rester tel qu'il est. Richard Branson, Steve Jobs, des gens comme ça. Après, il y a les héros. C'est des gens qui permettent d'oublier un petit peu ce monde dans lequel on vit. Donc, au choix, Angelina Jolie, Ronaldo, enfin bon, voilà. Et puis après, il y a les martyrs. Chez les surdoués. Il y a ceux qui disent « Demain, je vais révolutionner le monde et tout va changer et les riches deviendront pauvres. » Vous croyez qu'ils ont une chance de s'en sortir, ça? Entre tous, Jésus l'a mal terminé, hein, excusez-moi. Bon, donc, vraiment, c'est important de garder ça en tête, d'accord? Il faut garder ce que l'entreprise attend et ce qu'il a fait fonctionner pour pouvoir ensuite jouer avec. Ce que je vous raconte pourrait... oh là là, mon Dieu, j'ai plus de 10 minutes. Bon, ce que je vous raconte, ça a été aussi regardé sous l'angle des tests de personnalité, et en particulier de 2 tests. Alors, j'ai regardé un peu tout, mais ceux-là, ils sont particulièrement significatifs. Le MBTI, donc, qui est un test de personnalité qui est fondé sur 4 bipolarités. Vous êtes introverti ou extraverti, vous êtes plutôt... je regarde ce qui se passe, ou alors vous êtes plutôt intuitif. Vous êtes, ah bah non, tout pour la dernière ligne de bas de bilan, ou enfin non, quand même, on va essayer de sauver du monde. Ou vous êtes aussi, j'ai l'habitude de dire, lundi c'est ravioli. Ou bien, j'ai rien dans mon frigo, bah, je sais pas, je verrai. Bon, tiens, je sais pas. Donc, c'est soit introverti, extraverti, soit sensing ou intuitive, rational thinking ou feeling, et judging ou perceiving. Donc, vous avez I ou E, S ou N, T ou F, J ou P. D'accord? Bon. J'ai fini par trouver un jour une étude faite par une université qui s'appelle Ashridge, qui a étudié 20 000 managers à travers le monde. Je crois me rappeler qu'il y avait 300 Suisses dedans. Hein. Donc, et on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, grosso modo, 30% des managers étaient, eux, extravertis. Dansez la chenille. S, je regarde ce qui se passe. Les faits, rien que les faits. Je ne vais pas me fier à mon intuition, ce n'est pas nécessaire. T, dernière ligne de bas de bilan. F, accepté, mais dernière ligne de bas de bilan. Et J, lundi, c'est ravioli. Lundi, c'est la réunion de service. On ne change pas. J'exagère un peu parce qu'elle est utile, la réunion de service. Donc, 30% des entreprises, enfin des managers d'entreprise sont ESTJ. 4 bipolarités, ça fait 16 types. Donc théoriquement, 100 divisé par 16, on a quelque chose comme 5% par type. On a 30% sur un seul type. Allez, je vais jusqu'au bout. Rappelez-vous, ESTJ. Quel est le contraire de E? I. Surdoué. Coché. Quel est le contraire de S? N. Surdoué. Coché. Quel est le contraire de T? Bon, alors là, les surdoués peuvent être F ou T, donc on s'en fiche. Quel est le contraire de J? Eh bien, c'est P. C'est bon. On a tout bon. Vous imaginez la souffrance que ça peut être pour un certain nombre de surdoués qui sont INTP de se retrouver au milieu de STJ. Bon, je ne vais pas refaire tout l'exposé, mais ça relève de ça, d'accord? Bon, certains vont dire, ouais, non, mais bon, vous êtes gentil avec le MBTI, c'est pas du tout scientifique, ça vaut pas la route, parce que de toute façon, c'est autodéclaratif, et la semaine prochaine, vous pouvez changer. Oui, c'est vrai. Si ce n'est que les chercheurs sont convaincus que SN
intuition versus les faits, rien que les faits, c'est totalement inné et génétique. J'aime bien citer ce que j'avais trouvé comme exemple, qui est l'inspecteur Lestrade versus Sherlock Holmes. Lestrade met 3 mois à comprendre un problème que Sherlock Holmes a résolu en 3 semaines. Pourquoi est-ce qu'ils sont en 3 minutes? Pourquoi est-ce qu'ils sont si longs? Voilà, c'est tout. Alors on va prendre le Big Five, appelé aussi Océan, qui lui est un test sérieux, scientifique. O pour ouverture d'esprit. C pour conscienciosité, être consciencieux. E pour extraversion, toujours. A pour amabilité, gestion d'image. N pour névrosisme. Que croyez-vous que les entreprises recherchent quand elles veulent embaucher quelqu'un? Elles veulent quelqu'un qui soit extraverti, aimable, pas névrosé quand même, et surtout consciencieux. Parce qu'on s'est rendu compte qu'être consciencieux, dans l'inconscient collectif des entreprises, c'était être fiable. Pourquoi? Parce que quand vous êtes consciencieux, vous êtes sagement assis à votre table de 9h du matin à 17h, donc ça montre que l'entreprise peut vous faire confiance pour être là, pour elle. C'est la cohésion du groupe. Bon, allez, j'ai fait court, les surdoués, c'est O, c'est tout. Donc les entreprises s'intéressent uniquement à des gens qui sont consciencieux, extravertis et aimables. Et les surdoués, bon, ils ne codent pas vraiment très fort là-dessus. Eux, ne parlons pas. A, l'amabilité. N, bon, de temps en temps, mais enfin, tout le monde a le droit. Et surtout, ils sont hauts. Les entreprises n'en ont rien à faire de l'ouverture d'esprit. Bon, alors, c'est pas toutes les entreprises, d'accord? C'est surtout les grosses entreprises qui sont vraiment des armées, qui n'ont pas forcément grand-chose à proposer. Les petites entreprises ou les startups, c'est quelque chose qui est beaucoup plus flexible, beaucoup plus souple, dans lequel on peut évoluer. Mais on est quand même confronté à ça. Ce qui est difficile donc avec ça, c'est qu'on se rend bien compte qu'on a des surdoués qui sont fondamentalement fabriqués d'une certaine façon et qu'on leur reproche de l'être. Parce que la norme sociale, parce que la moyenne, n'est pas capable d'entendre cette différence. Et donc on arrive à quelque chose qui peut être stigmatisant et qui peut être discriminant. Moyennant quoi, on fait comment quand on est surdoué face à ça? Il y a quand même des solutions. D'abord en entreprise, ça me semble important, de se rappeler, penser stratégique, ce qui peut dépasser le politique. On n'est pas vraiment très bon en politique. On va aller dire quelque chose, son fait à quelqu'un sans prendre de gants et on s'étonne ensuite d'être traduit en conseil disciplinaire. Donc penser stratégique, c'est être capable de savoir ce qu'on veut faire, avec qui, nouer des alliances, découvrir l'importance du réseau. Le réseau, c'est pas que des amis, c'est aussi des gens avec lesquels on a une chance de bien s'entendre et de pouvoir se faire des renvois d'ascenseur. Il faut apprendre, c'est vraiment essentiel d'apprendre. Comprendre le décalage de base, comprendre ce qui se passe. J'ai pas encore lu le livre de Carlos Sinoco, mais quand il dit penser l'écart, je pense que c'est une réalité. C'est comprendre ce qui se passe. À partir du moment où vous savez où vous en êtes, vous avez des repères. Donc vous savez mieux jusqu'où aller ou ne pas aller. Idéalement, c'est avoir un mentor. Donc pour les plus jeunes ici, il y a de l'espoir, parce qu'à partir du moment où on sait, on peut peut-être arriver à créer des mentors pour aider. Pour aider à quoi? Pour aider à comprendre des codes, pour aider à comprendre des implicites, pour aider à comprendre cette notion de gestion d'image, qui est encore pour l'instant essentielle dans tellement d'entreprises, le dress code, d'accord. J'ai rencontré un jeune garçon qui s'est fait engueuler parce qu'il posait des questions en réunion. Ça ne se fait pas de poser des questions pour comprendre en réunion. C'est le dernier endroit où ça se fait. Mais bon, voilà, il voulait comprendre et faire bien les choses, mais il n'a pas compris les codes. Apprenez à flatter. Oh, monsieur Dutorbeau, que vous me semblez beau. Finalement, La Fontaine, pas mal. C'est des jeux de rôle. Un surdoué, en général, va détester. Ah non, me compromettre, jamais. Oui, enfin bon. Mettre un masque. Et ça peut être intéressant. Certains sont très doués pour le théâtre. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, d'accord? Mais c'est à la limite, bon ben voilà, ce matin, au lieu de m'habiller en jean, je m'habille en working girl. Et je rentre ce soir fatiguée, parce que c'est épuisant, j'en ai bien conscience, on va revenir derrière. Mais c'est vraiment ça, c'est rassurer. Vous voulez 100? On pourrait faire 3500. Ok, 100, pas de problème. Je me dis, bon, je vais faire comment pour passer le temps, parce que 100, là, en 5 minutes, je l'ai fait. Surtout, ne proposez pas 3500, la personne en face de vous ne va rien comprendre. Non, mais je vous ai demandé 100. Vous n'êtes pas rassurant en proposant des choses qui sont plus innovantes. Essayez 105, déjà c'est pas mal. Bon, et rappelez-vous quelque chose où on dit, c'est valable pour tout le monde. C'est vrai que c'est valable pour les surdoués, mais avec évidemment beaucoup de difficultés. Tout seul, on va plus vite.
Mais ensemble, on va plus loin. Et c'est vrai que quand même, on a besoin des autres à un moment ou à un autre. On ne sait pas tout faire. Donc ce qui est important, ce n'est pas le fond qui est en cause, c'est juste la forme. C'est-à-dire, c'est important aussi que les entreprises apprennent la différence, d'accord? C'est pas gagné d'avance. Je lis avec beaucoup d'intérêt les rapports de Deloitte, que vous pouvez trouver sur Internet, où les RH disent combien ils sont concernés par la chasse au talent, par faire mieux l'entreprise. Et en général, ils sont à 80% concernés et à 30% préparés. C'est-à-dire qu'il y a vraiment du boulot avant d'arriver à justement répondre aux demandes. À titre personnel, là je vous ai dit en entreprise comment faire. Mais si à titre personnel vous n'avez pas entamé un travail qui va vous permettre aussi de pouvoir vous renforcer, il est évident que ça va être compliqué en entreprise, d'accord? À titre personnel, je le répète, importance d'accepter ce qu'on est, de comprendre. J'ai trouvé une étude qui date de 2015 là, qui montre, et c'est assez intéressant, suivant le degré d'acceptation de son surdon où on en est, on voit très clairement que quand on est encore en se poser des questions ou dans le déni, le stress est là, la négativité du surdon est là. Et puis quand on a compris, oui, si, c'est aussi l'adaptation active, c'est très mauvais. Puis quand on a compris, hop, ça passe de l'autre côté. Ça va mieux. Enfin oui, bon, ok, il y a une différence, je ne vais pas en faire un fromage, il passer 3 heures, donc il y a une différence, ok, je gère des stratégies, mais c'est quand même beaucoup plus simple. Donc c'est vraiment important de comprendre ce que signifie d'être surdoué, de dépasser ce mot qui rime à rien. J'ai toujours dit que je préférais Azertuyop, parce que tant qu'à faire, ça ne veut absolument rien dire. Et il y a une traduction en anglais direct, Kertuyop, voilà, au moins on est tranquille. Et ça ne veut vraiment rien dire. Mais vraiment comprendre ce que ça signifie, comment ça fonctionne. Il y a aussi quelque chose qui est important. Le surdon, c'est génétique, mais l'environnement du surdon est essentiel aussi dans l'expression de l'intelligence. Quand on a connu des drames enfants, ça pèse, quels que soient les drames. La dyslexie en est un. Sur l'image de soi, sur ce on croit en soi. Je vous renvoie à tous les, comment dire, les vidéos qu'on peut montrer sur le sujet. On n'a pas besoin d'être surdoué pour ne pas croire en soi et avoir une mauvaise estime de soi. Mais quand on est surdoué, ça distord encore plus l'image qu'on peut avoir de soi. Et c'est donc extrêmement nécessaire de pouvoir s'intéresser à de possibles traumatismes qu'on a vécu, les traiter en hypnose, les traiter avec le MDR. Il y a un certain nombre de thérapies qui vont permettre de neutraliser ces traumatismes et de permettre de retrouver des forces, de se nourrir pour recommencer à pouvoir vivre correctement. Sternberg, qui est un psychologue, dit c'est très bien de penser, bon, c'est très très bien tous penser, mais c'est aussi très important de pouvoir trouver du temps pour faire des choses pratiques, avoir une vie sociale. C'est comme ça qu'on apprend les codes. Et c'est aussi très important de pouvoir lâcher les watts à un moment ou à l'autre. Donc créer, jardinage, planter des clous, musique, ce que vous voulez, mais lâchez-vous, d'accord? Et bien sûr, affiliation. Vous êtes là pour ça. C'est quand même plus facile de parler avec des gens avec qui on n'a pas besoin de se parler lentement, de répéter, d'expliquer. Je suis désolée, l'entre-soi est quelque chose qu'il faut condamner fermement, mais quand même, qu'est-ce que c'est vachement plus confortable, il faut être clair. Lutter contre les pensées négatives, le fameux syndrome de l'imposteur, non, je ne suis pas assez bon. C'est très compliqué. Mais c'est se dire, ne pas regarder tout ce qu'on n'a pas fait, mais au contraire, capitaliser sur ce qu'on a fait. Et se dire, même si c'est au dé à coudre, j'avance. Et ne pas se dire, oh là là, tout ce qu'il y a encore à faire, je ne vais jamais y arriver, ou je ne vais jamais le faire, ou il y a tellement de choses. C'est très compliqué, on n'est jamais satisfait parce qu'on voit quelque chose d'idéal. Là encore, j'ai un de mes enfants qui me disait, non mais moi je vois le palais idéal. Je dis, ben, commence par construire une cabane. Elle est moche, mais au moins construis-la, puis après tu changeras un mur, et puis un autre, puis tu l'agrandiras, puis un jour tu arriveras à ton palais. Mais si tu commences à ne rêver que de ton palais, tu feras rien. Et ça c'est quelque chose d'essentiel, peut-être pour les plus jeunes, mais pour un certain nombre de surdoués, qui restent dans le monde de la pensée, qui n'arrivent pas à commencer parce que commencer par quelque chose de misérable, c'est tellement misérable, justement, ça vaut même pas le coup. Bah si, commencez. Parce qu'au moins, ça plante une graine et ça se développe ensuite. Bon, évidemment, on est toujours impatient, mais il faut commencer, sinon soit on est impatient parce que ça ne se développe pas assez, soit on est malheureux parce qu'on n'a rien fait. Il faut choisir. Faire. Je crois que faire, c'est vraiment important. Ah oui, prendre son estomac au sérieux. Bon, alors tout le monde parle évidemment du microbiote et tout. Non, non, prendre son estomac au sérieux, c'est là tout d'un coup, tac, le petit pincement là. On vous dit quelque chose, tac, le pincement.
Ne vous dites pas, non, 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 je prends sur moi, j'y vais. Surtout pas. Je l'ai suffisamment fait, maintenant j'ai compris. Parce qu'à l'inverse, c'est... ça se relâche tout d'un coup. Là, vous savez que c'est bon. Gardez cette intuition, cette capacité d'intuition, sachez la respecter, et quand je dis sachez la respecter, ça rejoint une expression qui est apprenez à être votre meilleur ami. Je suis à peu près persuadée que chacun d'entre vous, et j'en fais partie, à son ou sa meilleure amie va dire ce qu'il ou elle a à faire pour prendre soin de soi, aller mieux, se reposer. Mais vous qui êtes dans le même état, dans la même situation, vous ne le faites pas pour vous. Pourquoi? Parce que vous ne vous l'autorisez pas. Donc c'est très important d'arriver à se, comment dire, à se dédoubler un petit peu. Non, je n'ai pas dit de devenir dingue. J'ai dit de se décentrer un peu, voilà, ça fera mieux. Et de se dire, ben, si je le recommanderais à mon ami, si je le recommandais à mon meilleur ami, pourquoi moi je ne le fais pas pour moi? Et de s'obliger à accepter de prendre soin de soi. Et ça vous permettra de mieux écouter votre estomac. Ça, je peux vous assurer. Reposer les sens, bien sûr. Ça, c'est vraiment essentiel de pouvoir avoir des moments comment dire, de ralentissement. Quel job, ça c'est là, c'est pour terminer. Quel job, Thomas, par exemple, quand tu seras grand, si on veut faire, chercheur, développeur, tout ce qui est interstitiel. Alors développeur, parce que évidemment la créativité, mais chercheur pareil, ça permettrait à mon tout ce qui est transversal ou interstitiel, qui permet à des mondes différents de se faire parler, des facilitateurs, ça existe, des médiateurs, des choses comme ça. Tout ce qui va transmettre, on a des professeurs merveilleux, bon, l'éducation nationale l'est peut-être un peu moins, hélas, et puis être chef d'entreprise. La création, bien sûr, là encore, ça permet d'aller à sa vitesse, surtout si vous vous entourez de gens qui font comme vous. Et pour terminer, c'est quoi l'avenir des surdoués? Ce qui est quand même intéressant, c'est que Franz Korten, qui est un coach hollandais, dit des surdoués que ce sont des canaris de la mine. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les canaris de la mine. Donc, quand il y a un coup de grisou qui se profile, le canari est le premier à mourir et les mineurs savent qu'il doit sortir et comme ça, ils vont, eux, vivre. Et bien maintenant, j'ai le plaisir de vous dire que, et quand on voit ce que dit Deloitte donc, dans les RH, les gens ont besoin de sens, les gens ont besoin d'émotion, les gens ont besoin de nouveautés, les gens ont besoin d'aller vite, les gens, les milléniaux, les nouvelles générations, d'accord? Mais surtout, on est arrivé à un tel degré de violence dans l'entreprise, de déshumanisation, que justement, les surdoués sont les canaris de la mine. Ils ont été les premiers, malheureusement parfois, à tomber, mais les premiers à dire non, mais ça va pas. Et maintenant, ils ne sont plus eux seuls à le dire. C'est simplement que leur hypersensibilité, leur capacité de vision, leur a permis de voir. Mais maintenant, tout le monde se retrouve dans cette logique-là. Dans un monde, alors ça c'est comme le bon côté des choses pour un surdoué, dans un monde qui est toujours plus complexe, ça tombe bien, on aime bien la complexité, on aime bien trouver le fil directeur au milieu de choses hyper complexes quand les autres sont complètement largués. Le monde a besoin de leaders de crise, et ça, beaucoup de surdoués savent très bien faire. Pour certains d'entre vous, acceptez le mot charismatique. C'est quelque chose qui est très très compliqué à accepter. Si quelqu'un vous dit tu es charismatique, ne le rejetez pas, c'est compliqué, mais acceptez-le, c'est une force immense, c'est une responsabilité immense aussi, mais c'est quelque chose qui est très important en situation de crise pour aider les gens à passer au travers de certaines situations compliquées. Et on est dans un monde qui demande une adaptabilité très importante, ça tombe bien, on est une sorte de caméléon polymorphe, et c'est quand même très, très utile. Il y a des risques quand même. Cette économie hyper complexe, même en Suisse, c'est une économie qui génère beaucoup de petits boulots. C'est l'économie des petits boulots qui arrivent. Je lisais ce que disait Deloitte. Deloitte a enquêté auprès d'une centaine de chefs d'entreprise suisses qui disent bah, nous, à l'horizon 2020-2030, on pense qu'on fera appel pour presque 60% à des indépendants ou à des intérimaires. On a même maintenant des entreprises éphémères, c'est-à-dire que vous avez des indépendants qui sont groupés le temps d'un projet pour produire quelque chose et hop, après ils disparaissent. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans une logique de un métier pour une vie. Ça tombe bien parce que pour certains d'entre les surdoués, c'est un métier pour une vie, ça pourrait être le rêve, mais c'est malheureusement beaucoup de situations de chômage, beaucoup de situations de changement, parfois plus subies que voulues. Mais en même temps, ça peut être une chance. En revanche, parmi ces risques, c'est l'isolement.
et la précarité la précarité évidemment qui est associée. Et là, il est extrêmement important de ne pas être isolé et d'être en réseau. Et ça, c'est ce qui menace un certain nombre de surdoués qui, conscients d'être différents, finissent par se replier sur eux-mêmes et n'arrivent même plus à se connecter à d'autres. D'où l'importance de l'Azaras, parce que justement, être en réseau permet de se regonfler et de pouvoir avancer. Donc, lutter contre l'isolement est quelque chose d'extrêmement important. Oui, se rappeler que la tribu de l'homme des cavernes existe toujours, quel que soit le nom qu'on donne à la caverne. C'est-à-dire que, effectivement, on avait avant des grandes aciéries, on avait des grandes entreprises. Maintenant, tout ça, c'est révolu. Maintenant, on est dans l'économie digitale. Et puis, l'économie digitale, c'est rien. Maintenant, on est dans l'économie de partage. Vous savez, les grandes valeurs humaines. On est dans des économies de partage et on facilite le bonheur au travail. C'est ce que j'appelle du washing. Comme on faisait du greenwashing en mettant tout à la sauce verte. Il y a quand même toujours, méfiez-vous, des rapports de pouvoir qui seront toujours là, cette moyenne sociale, peut-être moins une norme, mais cette moyenne sociale. Et donc, même s'il y a une très forte résilience chez les surdoués, je crois que ce qui est très important, et j'en terminerai là, c'est rappelez-vous, apprenez vraiment à savoir comment vous fonctionnez. Avoir 145 de QI, c'est pas mieux qu'avoir 130 de QI. C'est différent, mais il faut comprendre ce que ça signifie en sensibilité, en perception. Tentez de ne pas être isolé, donc ne restez pas isolé. Aidez d'autres à ne pas être isolés. Apprenez à rassurer. Vous voulez 100 ? Mais bien sûr, il vous donne 100. Et surtout, apprenez à être consciencieux. Rappelez-vous. Rassurez l'entreprise. Si vous êtes consciencieux, vous êtes fiable. Donc apprenez à rester de 9h du matin à 5h du soir dans votre chaise. Trouvez les moyens de faire autre chose, mais soyez consciencieux. Et je voudrais juste terminer par une phrase que j'aime bien d'un speaker américain qui dit, et je pense que c'est très juste, surdoué ou pas, ce ne sont pas vos aptitudes, mais votre attitude qui déterminera votre altitude. J'ai été beaucoup plus long que je le voulais. Je vous présente mes excuses. J'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions? J'ai beaucoup apprécié de comprendre un peu mieux pourquoi finalement l'institution n'a pas beaucoup convenu. Enfin, les diverses institutions dans lesquelles j'ai œuvré, que ce soit l'UNI, les grosses entreprises, dans le santé sociale. Maintenant, je m'attendais à vous entendre un tout petit peu plus sur la question de l'indépendance. Quand on n'en peut plus de l'entreprise et qu'on se met comme indépendant, on se retrouve peut-être confronté aux mêmes choses, mais aussi des choses un peu différentes. J'ai vécu l'indépendance. Je l'ai vécu pas du tout par choix en fait. Je me suis retrouvée au chômage en fin de droit, donc pas de carte de visite, pas d'avenir, rien du tout. Et j'ai quelqu'un un jour qui m'a dit, écoute, va donner des cours. Enfin voilà, je me suis retrouvée à devenir indépendant. Et c'est vrai que ce jour-là, je me suis dit, tiens, être indépendant, c'est bien, parce que comme ça, je ne serai plus jamais au chômage. Cela dit, après, effectivement, et là je le vis avec certaines personnes, comme en entreprise, c'est important de donner à votre client ce qu'il veut. Vous voulez de la merde, mais je vous en prie, et je vais vous facturer très cher parce que je suis très expert. Et ça, c'est très compliqué. Enfin, excusez-moi de dire ça comme ça, je suis un peu direct, mais on a un rapport à l'argent qui n'est pas toujours très simple. On est persuadé que ce qu'on fait, c'est ça qui est compliqué. On est persuadé que ce qu'on fait, c'est normal. Et certains, en plus, ils en rajoutent. Mais vous voulez quand même pas que je vous paye. Visiblement, vous ne faites pas d'efforts pour le faire. Donc, ce qui est important, c'est d'arriver à pouvoir mettre en place, se faire aider peut-être, autant que faire se peut, ou alors en avoir conscience en tout cas, mettre en place des stratégies comment dire, de miroir. Mais bien sûr, pour faire ça, 15 jours, 500 € au jour, vous n'êtes pas très cher, 15 jours, vous faites en 3 jours, vous avez gagné votre truc.
C'est ça qu'il faut arriver à se dire. Et en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est d'aller s'informer de ce qu'en font les autres. Et savoir en combien de temps il faut. Et après, mais je le répète, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire. Après, c'est se dire, de toute façon, ce qui est gratuit n'est pas considéré, ou ce qui n'est pas cher n'est pas considéré comme ayant justement de la valeur. C'est-à-dire que plus vous donnez de votre temps à l'entreprise, moins vous en serez gré. Je l'ai compris trop tard. Alors évidemment, c'est « Ah non, je ne peux pas rester, non mais tu ne vas pas me faire ça ». Il y a beaucoup de pression parce qu'on se rend bien compte que vous pouvez le faire, que vous demandez que finalement, que vous luttez contre vous-même en disant « Non, je ne peux pas ». Et ça se voit, c'est terrible. Donc il y a vraiment... c'est pour ça que quand je vous dis qu'il faut apprendre à être son propre ami, quand on a 45, 50, 60 ans, c'est compliqué. Quand on a 20 ou 30 ans, il y a encore de l'espoir. Il faut vraiment apprendre quelque chose. Voilà. C'est ça qui est compliqué. Ça peut valoir le coup à ce moment-là de se faire coacher pour apprendre ça. Parce que seul, vous savez, c'est comme la petite voiture où on met un ressort, elle se tape contre le mur, elle n'est pas capable de revenir. Bon. Quelqu'un d'extérieur peut vous aider à regarder les choses différemment et à faire différemment. Donc je pense que si vous êtes intéressé par l'entreprise, enfin, l'indépendance, oui bien sûr, parce que ça va vous permettre même de faire plusieurs métiers à la fois si vous voulez, qui n'ont rien à voir, mais vous pouvez faire, c'est quand même vachement intéressant, puis ça commence à être admis. Je connais une jeune femme, elle est psychologue et photographe. Carlos Tinoco, dont j'ai parlé, est à la fois philosophe et psychanalyste. Bon, alors c'est à peu près pareil, mais quand même. J'ai une amie qui est chanteuse, lyrique et graphiste. Parfois ça percute un peu, mais heureusement maintenant, enfin heureusement, oui, par certains côtés, où les carrières sont plus prédéterminées, où on peut tellement changer, ça commence à être relativement admis. Vous n'êtes pas obligé de dire à tout le monde que vous faites 15 métiers différents à la fois, quoi. Vous pouvez aussi arriver à partitionner. C'est une question de jouer un rôle, je crois que c'est ça. Voilà, je n'ai pas vraiment répondu, mais voilà. Oui. Je travaille dans un grand groupe et il y a eu il y a quelques semaines une semaine de diversité et inclusion. Et j'ai tenté de poser la question au sujet des surdoués, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu dans ce grand groupe? A priori, s'il y a 2% de la population qui est concernée, il y en a un certain nombre. Et là, on m'a répondu, ah mais ça relève peut-être du secret médical. Donc je ne suis pas allée plus loin. Alors, au passage, c'est quand même intéressant parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui disent « j'ai été diagnostiqué surdoué ». Le mot diagnostic ne fonctionne que pour les maladies. J'ai été identifié serait plus correct. D'accord? Mais ça relève, ça indique bien le défaut d'information. Cela dit, ça me permet de... Je voulais en parler tout à l'heure, et ça tombe très bien. Airbus a créé un réseau, il y a un réseau intranet, un réseau qui s'est créé il y a 2 ans, qui s'appelle, ça y est, j'ai oublié, My Gifted Network. Airbus, 110 000 personnes à travers le monde entier, ils sont 500 ou 600, enfin, je crois que c'était en moins d'un mois, ils étaient 5 ou 600, quelque chose comme ça. Et Airbus a cette année indiqué, alors c'est Christian Charlier qui l'a indiqué sur LinkedIn, Airbus a indiqué dans, je ne sais plus, enfin, c'est une forme de charte, la diversité cognitive. Ça c'est quand même vachement intéressant. Et il y a également un petit réseau, ouais, petit, qui s'est créé dans la fonction publique, HPI, fonction publique. Donc, My Gifted Network est quelque chose qui est totalement interne à Airbus. On en parle, on en fait la pub, mais si vous cherchez sur Internet, vous ne trouverez pas My Gifted Network. En revanche, si vous tapez, ça doit être HPI-6 fonctionpublique.fr ou .com, je ne sais pas, allez jeter un coup d'œil, je trouve que c'est intéressant. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous pourrez proposer à votre RH ce genre de choses. Mais c'est intéressant d'entendre ce secret médical. J'en ai pas parlé, parce que si vous l'aurez compris, je pourrais en parler pendant des heures. Il y a beaucoup de surdoués, et en particulier, c'est particulièrement vrai chez les très surdoués, qui sont diagnostiqués, j'insiste bien sur diagnostiqués, à tort, bipolaires, Asperger, schizophrènes, et internés pour ça, ou encore TADA. Pour ce qui me concerne, je disais à Sophie, bon, c'est intéressant parce que quand je me concentre, ce qui est peut-être un petit signe de TADA, quand je me concentre, ça ne se voit pas. Mais quand j'arrête de me concentrer, j'ai des problèmes d'yeux épouvantables. J'ai fait une photophobie épouvantable.
Et j'ai une de mes amies, enfin une copine psychiatre dans mes études, qui me dit, mais tu sais, c'est un symptôme de la photophobie, c'est un symptôme de TADA. Et je dis, bah oui, je sais, on m'a fait passer un test de TADA. Je ne suis pas TADA. On s'est rendu compte, et pour ceux qui parlent l'anglais, il y a un livre très intéressant qui s'appelle Misdiagnosis and Dual Diagnosis of Gifted Children and Adults. Oui, on peut être surdoué et schizophrène, oui, on peut être surdoué et TADA, mais on peut aussi être perçu comme, mais ne pas l'être, tout simplement. Et c'est pour ça que je vous disais, c'est pas mieux 145 que 130. C'est pas je suis plus intelligent que toi. Non, c'est qu'il y a un mode de fonctionnement qui peut, en sensibilité et en singularité, aboutir à ce qu'on soit perçu comme n'étant pas ce que nous sommes réellement. C'est-à-dire que aller très vite et s'ennuyer parce que les autres sont lents, c'est pas du TADA. D'accord ? Partir dans ses pensées, commencer à réfléchir et autres, et je peux pas dire entendre des voix, mais bon, avoir l'impression de passer dans un autre univers, c'est pas de la schizophrénie. Avoir des grandes émotions, le matin se lever euphorique et puis le soir être effondré, c'est pas de la bipolarité. La bipolarité, c'est quelque chose qui se fait sur plusieurs mois. D'accord ? Donc, on a des praticiens qui manquent d'informations et qui vont mettre bipolaire atypique. Oui, atypique. Mais ce qui est intéressant, c'est que les bipolaires existent, alors que les surdoués, on est incapable d'arriver à en décerner, à en faire les contours. Voilà. D'où l'importance du secret médical. Je trouve ça intéressant. Vous voulez poser une question? Par rapport à l'entreprise, je voulais savoir ce que vous pensez, par exemple, de ces entreprises qui sont organisées de manière horizontale. Je ne sais pas si vous avez... Les entreprises libérées? Par rapport, par exemple, au lacratie. Oui. Ou autre. Et je me suis souvent posé la question, dans quelle mesure ces entreprises sont plus favorables, par exemple, à accepter des personnes différentes, qui fonctionnent de manière différente, étant donné qu'il n'y a plus cette hiérarchie verticale. J'ai aucune idée. Je ne peux pas vous répondre de ce côté-là. Je pense qu'elles sont beaucoup plus fondées sur la compétence que sur le titre. D'accord ? Et donc, si quelqu'un est compétent malgré un handicap, on peut supposer que si la personne vient bien s'imbriquer, ça fonctionnera bien. Mais je préfère me dire incompétente sur le sujet. Je suis désolée de ne pas pouvoir répondre comme ça. Merci. Non, mais ça peut être l'occasion d'écrire quelque chose dessus, de chercher. Sans doute, ouais. Je les ai épuisés, je crois. Oui. D'abord, une remarque, c'est vous avez parlé de titre. Je veux juste souligner que d'avoir un titre ne veut pas forcément dire intégration et réussite dans une entreprise. Je sais, je vois très bien de quoi vous parlez. Je vous rassure tout de suite, je vois très bien de quoi vous parlez. Et puis, la deuxième chose, c'est par rapport à l'employeur, est-ce que vous avez des expériences ou des choses à recommander? Est-ce que c'est mieux de sortir du bois et de dire je suis HP en toute modestie avec tout ce que ça implique, ou de juste finalement se suradapter? Parce que ne pas le dire, ça amène beaucoup à ça quand même. J'ai un ami qui m'a écrit l'autre jour, bon finalement j'ai décidé que j'allais être moi-même. De toute façon, personne ne me comprend, donc tant qu'à faire, je suis moi-même. Bon, il est statisticien, il bosse dans une entreprise de statistique qui est quasi administrative, ça a l'air de, enfin oui, quasi recherche, ça a l'air de fonctionner, d'accord? Dans une grande administration bien administrative, annoncer que vous êtes HP, excusez-moi, mais ça va relever du secret médical. D'accord? En revanche, et c'est là où, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, d'accord? J'en ai bien conscience. En revanche, par petites touches, arriver à faire passer, je raconte n'importe quoi, d'accord, mais que bon, voilà, on a besoin d'être au calme, ou on a besoin de pouvoir faire. Je me suis fait un jour engueuler par le directeur général parce que j'étais en réunion, franchement, les 2 heures de réunion du directeur général tous les 15 jours, c'était épouvantable. Donc je faisais plein de choses. Un jour, je ne me suis même pas rendu compte, j'avais plein de choses sur mon bureau, je me suis fait pourrir. Je ne m'en rendais même plus compte, d'accord? C'est arriver par petites touches à exprimer ses besoins. Peut-être se faire regarder en disant « Ah bon ?» Mais les petites victoires, les petits pas, vous savez. Je crois que ça marche beaucoup mieux, même si c'est long. Ça marche beaucoup mieux pour plein de raisons. D'abord parce qu'au moins, le périmètre de ce que vous évoquez est clair. Alors que si vous dites « Je suis HP », on va regarder en disant
Vous savez, Harry Potter, machin. Rien. Au moins c'est clair. Et puis même pour vous, je crois que c'est une forme d'apprentissage d'arriver à dire ce que vous voulez, à dire à dire ce que vous voulez, sur des choses où, quel est le risque au final? On va vous le refuser? Bah, de toute façon, vous avez l'habitude. Alors, d'accord? Donc, et, ah tiens, il a dit oui, hop! Et vous prenez. Puis ensuite, puis le jour où vous ne tenez plus, vous partez ailleurs, mais au moins vous avez commencé à vous regonfler, à aller mieux. Et c'est ça qui était parce que se renier en permanence, non, je peux vous assurer que c'est pas bon. Moi, j'ai un jour, pour être franc, si j'ai pu retourner faire des études, c'est qu'un jour, j'ai fini par tomber dans l'escalier sur 10 marches. Heureusement, c'était dans le métro, donc il y a des gens qui m'ont amorti. Non, mais c'est clair, quoi, j'aurais pu me faire vachement plus mal que ça. Et le médecin du travail a dit non, il ne faut pas que vous retourniez travailler, c'est dangereux pour vous. Et je me suis retrouvée en invalidité avec une mention qui était, elle est allée jusqu'au bout de ses capacités d'adaptation. Et franchement, j'avais jamais dit je suis HP. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'était un soulagement immense. On me reconnaissait le droit, enfin on me reconnaissait la qualité d'avoir fait tout ce que j'avais fait. Et c'est pour ça que je vous dis, avoir écrit sur le travail a été assez intéressant pour moi, parce que j'ai vraiment fait tout ce que je ne fallait pas faire. Si, la seule chose que j'ai pas dite, c'est que j'étais HP, mais ça je ne le savais pas. Quoi. Donc c'était encore autre chose. Enfin si, je le savais. Non. Donc je crois vraiment qu'il vaut mieux demander. Demander, c'est compliqué. Demander des choses qui ne sont pas communes, c'est encore plus compliqué. Et vous avancez. Voilà. Et je suis d'accord avec vous, le titre ne protège pas du fait qu'on n'est pas intégré. C'est parfois un peu plus simple au sommet de la hiérarchie, parce qu'on a moins de crétins au-dessus de nos têtes, ça c'est clair. Mais au sommet de la hiérarchie, c'est hyper politique et on a encore plus de crétins. Il y a... Oui, non, faut être honnête quand même. Il y a beaucoup de surdoués au sommet de la hiérarchie, mais c'est quelque chose aussi qui est estimé. On pense qu'il y a beaucoup plus de surdoués au sommet de la hiérarchie, mais il y a quand même un professeur de l'INSEAD qui a fait un papier qui s'appelle le psychopathe dans la suite C, et qui dit, ce qui est quand même absolument incroyable, c'est qu'on valorise en entreprise des compétences qui seraient en milieu médical traitées de pathologie, de psychopathie. C'est de la folie, quoi. Et donc, comme il y a peu de monde au sommet, bah forcément, c'est encore plus violent au sommet, et on souffre encore plus. Puis on se dit, franchement, ils ont tous des masters, ils ont tous des doctorats, mais qu'est-ce qu'ils font? Et il y a un sens encore, enfin, je veux dire, une absence de sens, il y a une... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Voilà. C'est compliqué d'être son propre ami. C'est compliqué de s'autoriser à... à prendre sa place dans certains cas. Mais si c'est compliqué de s'autoriser à prendre sa place, alors je vous invite vraiment très sérieusement à considérer la notion de traumatisme. Quelque part, il y a quelque chose qui a bloqué une partie du développement. On parle beaucoup aussi de l'attachement. Ça, c'est très bien. Pour tous les freudiens, ce sera forcément la faute de la mère. Enfin bon, le malheur, ça se transmet de génération en génération comme le bonheur, quoi, si vous voulez. L'attachement, qu'est-ce que c'est? C'est ce lien qui permet à un enfant qui naît de se sentir en sécurité. Il n'est pas obligé d'avoir une mère, il peut avoir un père, enfin une figure de référence, d'accord? S'il lui manque cette figure de référence dans sa toute petite enfance, c'est un enfant qui grandit non sécure. Et on n'a pas besoin d'être surdoué pour grandir non sécure. Mais on se rend compte que quand on a un adulte qui a vécu plein de choses du style harcèlement, sachez que le harcèlement à l'école fait le lit du harcèlement en entreprise, c'est un traumatisme, travaillez-le le cas échéant pour neutraliser. Donc si on a des surdoués qui vont pas bien, qui se marient et qui font des enfants et qu'ils vont pas bien, et bien les enfants, ils vont hériter de ça. D'accord? Donc c'est vraiment très important pour les parents qui sont dans cette salle d'arriver à assainir les bases, d'arriver à travailler, à neutraliser ces traumatismes, ne serait-ce que parce que, à un moment ou à un autre, ça fera du bien à leurs enfants qui vont le sentir et ça les aidera aussi. Donc je l'ai vécu, je le vois, j'ai des amis qui sont dans ce cas-là. C'est vraiment très important de penser à ça. Voilà. Donc l'attachement, mais bon, c'est pas parce qu'on a souffert de défaut d'attachement que c'est foutu. On peut aussi y travailler.
extrêmement nouveau. Vous n'avez plus d'autres questions? Très bien. Alors, Madame Bost, je vous remercie. Merci à vous d'être venu et merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Et j'espère que cette conférence était instructive pour vous. La soirée continue dans tous les cas à l'instant B. Mais je pense qu'on peut applaudir Madame Bost pour...